Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Euh, voilà, on est ravis de vous retrouver, même si c'est en digital et qu'on ne peut pas réellement interagir. Euh, pour être sûr que tout soit OK au niveau technique, je peux éventuellement vous demander, en tant que participant, de lever votre main virtuelle. Donc, vous avez normalement une petite main que vous pouvez lever dans votre panneau de configuration. Ça me permettra de savoir que vous nous entendez bien. Alors, je vois quand même pas mal de mains qui se lèvent. Est-ce que tout le monde nous entend bien et nous voit bien? Ouais, je pense que ça a l'air d'être OK. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Catherine, je travaille pour le service 18-19. Je vais vous faire vraiment une très courte introduction avant de laisser la parole à nos deux orateurs. Donc, le service 18-19 est un service d'information et d'orientation pour tout entrepreneur à Bruxelles. Donc, quel que soit votre stade de développement, quel que soit votre type d'activité, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions et vous avez voilà, besoin d'y voir un petit peu plus clair et d'être orienté parmi voilà, toutes les aides et les possibilités qui existent à Bruxelles. On a des actions spécifiquement sur la transmission d'entreprise, notamment donc cette semaine thématique qu'on organise depuis hier jusqu'à la fin de la semaine. Alors, pour donner un petit mot sur le 18-19, ben voilà, c'est un peu ce que je vous ai expliqué, hein, la mission du service, notre site internet aussi qui regorge d'infos utiles, et les ateliers et différents événements qu'on organise tout au long de l'année que vous pouvez aussi retrouver sur notre site. Alors, ici, vous avez les moyens de nous joindre. Donc, c'est principalement via le numéro de téléphone 1819 que vous pouvez joindre tous les jours de 9h à 13h. Et alors, je vous invite également donc, à découvrir notre site, je l'ai déjà dit, mais aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et notamment sur la chaîne YouTube. Donc, il faut savoir que ce qu'on organise cette semaine en digital sera en grande majorité disponible en replay sur la chaîne YouTube à partir de la semaine prochaine environ. Mais voilà, il y a déjà beaucoup de contenu puisque depuis 1 an et demi, on organise pas mal d'événements en virtuel. Alors, petit rappel pour les événements de cette semaine. Donc, ce soir, on a une soirée de témoignages en présentiel qu'on organise chez Comet, près de l'avenue Louise. Donc, à partir de 18h30, on a cette soirée donc, de témoignages et de networking sur la thématique du reprenariat par les salariés. Et donc, on aura notamment les personnes qui ont repris l'entreprise Caméléon qui seront présentes parmi les orateurs. Donc, vous êtes les bienvenus si vous n'êtes pas encore inscrits, il n'est pas trop tard pour nous rejoindre. On a donc des événements, différents ateliers en digital tous les jours et en présentiel ce vendredi à l'ICHEC. Et alors, la semaine prochaine, on a aussi, dans la suite de cette semaine thématique, des coachings collectifs qui débutent. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient céder leur entreprise. Mais là, je laisserai peut-être Yves en dire un mot par la suite. Voilà, alors de mon côté, je vais m'arrêter là. Je vais redonner la main à Yves pour la suite de la présentation. Il y a toujours quelques minutes de latence. Voilà. Alors aussi, petite info technique que j'oubliais, c'est que vous pouvez évidemment poser vos questions par écrit pendant toute la durée du webinaire. Donc ça, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Nous, on récolte vraiment toutes les questions et on prend 2 moments pour y répondre pendant le webinaire. Donc n'hésitez pas, quand les questions vous viennent, vous pouvez les mettre par écrit et je les récolte pour les poser à Francis et à Yves qui font la présentation ce matin. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup Catherine. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran avec la page d'accueil, le b.a.-ba d'une bonne préparation? Voilà, apparemment c'est le cas. Alors, voilà. Alors, merci à tous d'être là. On est bien contents. Il y avait 35 inscrits et nous sommes 24. Donc, c'est
un beau succès, ça nous fait bien plaisir et on espère surtout qu'on sera à la hauteur de vos attentes. Donc, aussi par rapport au public, donc, comme vous l'avez vu, la présentation d'aujourd'hui est principalement destinée à des cédants sur la préparation de la session. Par contre, on s'est rendu compte dans le cadre des inscriptions qu'il y a à peu près un quart d'acquéreurs potentiels. Donc voilà, on va essayer pour vous satisfaire également de faire en sorte que cette présentation soit peut-être un peu mixte, même si vous allez voir qu'elle est beaucoup plus centrée sur les cédants, vu que c'était le but de la présentation d'aujourd'hui. Donc voilà, Catherine s'est déjà présentée, donc peut-être Francis, je te passe la main si tu veux dire quelques mots te concernant. Oui, bonjour à tous, ravi de vous accueillir à ce webinaire. Je m'appelle Francis Ebrex, je représente la société Actoria. Actoria est une entreprise européenne qui travaille sur la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg également, pour lequel je suis responsable. Nous sommes experts en transmission d'entreprise. Nous accompagnons des entreprises à céder à partir du moment de la décision de céder jusqu'au moment du closing, de la fin de l'opération, du bouclage de l'opération. Ça fait une dizaine d'années que je travaille comme consultant. J'étais moi-même patron d'entreprise, entreprises qui ont été cédées et j'ai travaillé sur des projets de cession dans le secteur bancaire il y a quelques années. Je vous apporte mon expérience pour vous présenter le webinaire d'aujourd'hui. Merci Francis. Donc ben voilà, ben moi je m'appelle Yves et je dirige le cabinet en transmission d'entreprise qui s'appelle Human Cap, dont la baseline, si vous voulez, c'est de mettre l'humain au cœur de la transmission tout au long du processus. Donc on s'occupe, nous, un petit peu comme Francis, et d'ailleurs avec Francis, on travaille très régulièrement ensemble sur certains dossiers, indépendamment des présentations que nous faisons actuellement. Et donc, si vous voulez, moi-même, j'ai créé, développé 5 sociétés et j'en ai revendu personnellement 2 à l'international. Et depuis quelques années, j'ai décidé de recréer une nouvelle société donc, qui s'appelle Human Cap, justement pour faire bénéficier de mes expériences pratiques de cédants et d'acquéreurs. Et voilà, et depuis lors, évidemment, on accompagne cédants et acquéreurs dans la transmission d'entreprise. Donc voilà, alors écoutez, maintenant que les présentations sont faites, et nous allons commencer par la présentation proprement dite. Alors, au niveau du contenu, on va brièvement vous expliquer de quoi on va vous parler jusqu'à 12h30. Nous avons décidé que, voilà, peut-être que ça pourrait être intéressant dans le cadre de cette présentation de vous donner 7 conseils, principalement pour la préparation à la session. Et voilà, donc n'hésitez pas à prendre note, vous recevrez bien entendu les slides après la présentation, mais au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à poser des questions. Catherine est là pour les collationner et on y répondra à deux moments différents dans la présentation de ce matin. Alors, le premier des conseils que nous allons aborder avec vous, c'est de clarifier les enjeux, que ce soit pour les cédants, pour les acquéreurs. On se rend compte que bien souvent, les enjeux ne sont pas toujours clarifiés. Donc, c'est une chose sur laquelle il faudra travailler en se posant les bonnes questions et puis de prendre la décision si on décide de céder, d'acquérir ou d'arrêter ou de postposer le projet. Donc, ça sera le premier point qu'on abordera. Le deuxième, c'est la préparation. Alors, vous voyez qu'on a mentionné préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Mais forcément, c'est parce que, comme pour tout, quand vous organisez une réunion, on dit toujours qu'une réunion bien préparée est une réunion réussie. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la transmission d'entreprise. La préparation est un des points prépondérants. Vous allez voir qu'on y reviendra plus tard. Le troisième conseil sur lequel nous voudrions travailler, c'est sur le fait qu'il faut valoriser la société à un juste prix. Alors, bien entendu, entre cédant et acquéreur, il y a forcément des différences, vu que le cédant voudrait vendre le plus cher et l'acquéreur acheter le moins cher. Mais voilà, la valeur, vous allez voir tout à l'heure, on vous parlera de valorisation. La valorisation ne fait pas toujours le prix. C'est un des points que nous aborderons également. Le quatrième point, c'est de rester concentré sur le développement de votre activité, en tant que cédant en tout cas, parce que la plupart du temps, vous le verrez, quand on est cédant, eh bien tout d'un coup, on change un peu ses objectifs et on se concentre énormément sur la cession de l'entreprise, alors qu'il est absolument vital que vous continuez à développer votre entreprise, parce que tant que rien n'est signé, rien ne dit que vous allez vendre votre structure, donc il faut continuer à la développer. Le cinquième point, c'est de trouver évidemment le repreneur idéal. Qui est-il ou qui est-elle?
quel est le profil que vous souhaiteriez avoir pour reprendre votre entreprise. Le 6e point, c'est de négocier un accord juste pour l'ensemble des parties. Francis et moi, quand nous accompagnons les entreprises, eh bien entendu, nous sommes là pour accompagner et représenter nos clients, mais qu'ils soient cédants et acquéreurs, on insiste toujours pour qu'un accord soit juste pour les deux parties. Si un des deux essaye de prendre la main sur l'autre et lui fait entre guillemets un sale coup ou essaye de tirer profit de la situation, ça ne marche jamais. Donc nous sommes toujours pour un accord juste pour les deux parties. Et alors, le 3e point qui est de ne pas négliger la précession, parce que vous verrez que la plupart du temps, pendant toute cette période de transition où on s'occupe de la transmission, de l'acquisition d'une entreprise, eh bien, on parle de tous les aspects émotionnels, juridiques, financiers, on se concentre pleinement là-dessus. Et puis tout d'un coup, on signe, eh bien, et là, il faut prendre la main. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Donc, vous verrez qu'on vous parlera bien en amont de la signature, déjà d'aborder un certain nombre de points pour qu'au moment où vous cédez ou vous allez acquérir une entreprise, eh bien que vous soyez prêt à son développement. Voilà, donc je vais passer la main à Francis qui va voir avec vous les différentes étapes de la transmission, ce qui va vous permettre peut-être d'y voir un petit peu plus clair, que vous soyez cédant ou acquéreur, quelles sont les différentes étapes à franchir pour la transmission. Francis, je te pose Voilà. Merci Yves. Le tableau que vous voyez là est un résumé du processus de cession. Deux parties, celle de gauche plus importante, c'est tout ce qui se passe avant la cession, et puis ce qui se passe après la cession. Donc, au niveau de l'avant-cession, voilà, on l'a décomposé en 3 parties, la clarification, la préparation, la transaction. La partie clarification, c'est la réflexion sur le projet de cession d'entreprise et de décider de remettre son entreprise. On va voir plus en détail les éléments qui concernent cela. La seconde partie est une des parties les plus importantes de l'ensemble de tout le processus, c'est de mettre en place un plan d'action, de valoriser l'entreprise, de faire un dossier de présentation, de communiquer à l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise par rapport au processus de cession et de rechercher le repreneur ou le cédant idéal suivant que l'on est cédant ou acquéreur. Donc c'est vraiment une période très importante dans le processus que l'on verra en détail. Au moment où les contacts sont pris, on parle de la transaction, on va choisir son repreneur, on va choisir l'entreprise qui va nous racheter ou on va choisir l'entreprise qu'on va acheter. Un certain nombre de documents juridiques et financiers sont à présenter, à mettre en place. On vous dira un petit peu ce qu'il en est. On va négocier évidemment sur base d'un certain nombre d'arguments le prix sur lequel on va tomber d'accord. Et lorsqu'on tombe d'accord, on va signer ce qu'on appelle à la moment du closing. On va signer la transaction et on va communiquer le transfert de propriété de l'entreprise. Après la cession, on passe le relais, on prend place dans l'entreprise, il y a un accompagnement qui a lieu par le cédant, accompagnement qui aura été réglé et prévu dans la transaction elle-même, sur la durée et sur le montant à payer ou ne pas payer, et on peut démarrer à ce moment-là en tant que cédant sur de nouveaux projets. Donc voici, ceci est l'ensemble de l'histoire de la transmission de l'entreprise, ce qui va se passer pendant cette période. Voilà, alors maintenant, on va passer aux 7 points qu'on a abordés précédemment, mais on va les aborder en détail. Donc maintenant, ici, c'est tout ce qui va concerner la clarification des enjeux. Alors pour ça, évidemment, il y a toute une série de réflexions. Que vous soyez cédant ou repreneur, il est absolument vital que vous puissiez définir vos motivations et vos objectifs. Alors pour vos motivations, évidemment, vous en tant que cédant, c'est de se dire, mais pourquoi cédez-vous? C'est une question qu'un acquéreur va vous poser et vous, la même chose, cédant, vous poserez certainement la question à l'acquéreur de savoir quelles sont ses motivations et ses objectifs. Alors, la plupart du temps, en motivation pour les cédants,
La plus connue, c'est celle de la retraite, où une fois 60 ans, on commence à se poser des questions, on se dit ce qu'on va faire. Donc ça, c'est une des motivations. Il y a malheureusement aussi parfois la maladie, mais bien souvent aussi, ça pourrait être une reconversion professionnelle. On a envie un petit peu de se recentrer, etc. Ou parfois, on manque un peu de souffle, un peu de souffle, pardon, d'envie ou de ressources financières. Et on se dit, tiens, mais pour que l'entreprise puisse continuer à se développer, eh bien, ça vaut peut-être la peine de transmettre tout ou partie de l'activité pour avoir des nouvelles ressources, qu'elles soient physiques ou financières. Alors, l'objectif aussi, ben, quel est votre objectif en tant que cédant? Est-ce que vous voulez vendre le plus cher? On a dit tout à l'heure, c'est peut-être pas toujours la meilleure des solutions, mais la plupart des dirigeants que nous rencontrons ont quand même comme objectif de faire en sorte que l'activité soit pérenne et qu'on puisse maintenir l'emploi, parce que bon, souvent le dirigeant se retire, mais il ne faut pas oublier tous les collaborateurs qui sont derrière, qu'on a aussi envie de remercier, et que l'entreprise puisse continuer à se développer grâce à eux avec le nouveau repreneur. Alors, une question évidemment qui n'est pas anodine non plus et qu'on vous conseille vivement de vous poser, c'est de penser aux conséquences. Alors bien entendu, le plus chouette, c'est de penser aux conséquences positives parce que vous allez vous dire, tiens, mais ça va me permettre de développer une autre activité, d'avoir de l'argent, d'avoir des hobbies ou une activité privée ou professionnelle, peu importe. Mais pour préparer votre transmission, et c'est la même chose un peu pour les acquéreurs, votre acquisition, c'est de penser aux conséquences. Alors, pensez aux conséquences négatives tant pour vous que pour l'entreprise. C'est vraiment quelque chose de primordial. Ça va vous aider à préparer en se disant, tiens, mais que vont penser mes collaborateurs? Qu'est-ce qu'ils vont perdre dans la transaction? En quoi est-ce que moi, je peux déjà anticiper? À quoi dois-je penser dans cette transmission? Peut-être aussi au profil de l'acquéreur, pour qu'il puisse, s'il vous aime bien et s'ils aiment bien votre style de management, mais c'est de penser aux conséquences s'ils vont partir. Qu'est-ce qui se passe s'ils ont un dirigeant qui est complètement différent? Donc, ça va vous aider à travailler sur le profil de l'acquéreur potentiel. Mais vous devez penser aux conséquences pour vous aussi, parce que tout d'un coup, vous allez changer de statut en tant que cédant, et du jour au lendemain, au moment où votre entreprise sera transmise, eh bien, vous ne serez plus le patron ou la patronne de l'entreprise que vous dirigez, et tout d'un coup, il peut y avoir pour certains d'entre vous, si vous n'y êtes pas préparé, parfois, on voit des burn-out, etc., ou des coups de blues assez importants chez certains dirigeants qui n'avaient pas anticipé un certain nombre de choses. Donc, s'il vous plaît, pensez à l'ensemble des conséquences, tant pour vous-même que pour vos équipes, surtout au niveau positif, parce que bon, c'est quand même souvent, ce sont vos motivations, vos objectifs, mais de bien savoir ce que vous et les autres vont perdre va vous permettre de travailler sur cette transmission de manière beaucoup plus sereine. Alors, une fois que vous aurez développé et que vous aurez mis par écrit, on vous conseille vraiment d'avoir un petit dossier, de prendre des notes et de régulièrement de les compléter parce que ça fera partie des documents qu'on va compléter pour pouvoir vendre votre entreprise. On va faire ce qu'on va appeler un mémorandum, on va vous en parler tout à l'heure. On va y mettre vos motivations, évidemment, en tant que cédant. Alors, une fois que vous aurez réfléchi à vos motivations et vos objectifs, ainsi qu'aux conséquences positives et négatives pour vous et vos collaborateurs, eh bien, il faudra prendre une décision. Alors, la décision, ça sera de se dire, bon, mais tenant compte de toutes mes réflexions, est-ce que je m'arrête? Est-ce que je continue? Ou est-ce que je postpose? Parce que vous pouvez très bien vous dire, attention, ce n'est pas le moment. Comme vous le savez, dans le courant 2020, nous avons quand même eu beaucoup de clients avec lesquels nous avons pris la décision de postposer la transmission parce que, comme vous pouvez vous en douter, c'était pour certains, en tout cas, comme par exemple dans l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel et autres, c'était peut-être pas le meilleur moment de vendre. Donc, on a postposé et ça a repris maintenant, surtout depuis le mois de septembre, pour certaines de leurs activités. Donc, on a remis les sociétés en vente. Mais certains cédants peuvent très bien se dire, bon, mais ce n'est pas le moment du tout, j'arrête, je ne suis pas prêt après toutes les différentes réflexions et j'arrête carrément le processus. Donc voilà, il y a un moment où il faut prendre une décision et vous devez aller dans ce sens, mais il ne faut pas tergiverser parce que vous verrez que ça prend beaucoup de temps et ça coûte quand même de l'argent de transférer son entreprise. Donc voilà, il faut prendre la décision. Une fois que cette décision est prise, bon, la plupart du temps, les gens décident quand même de transmettre, mais c'est de se préparer psychologiquement et émotionnellement. Alors bon, ça va paraître bizarre pour certains d'entre vous
ce sont des réflexions qu'on entend régulièrement qui disent oui, mais bon, moi je connais ma société, je me connais aussi, ça fait 30 ans, 10 ans que je dirige tout ça, je passe bien. On peut vous garantir que psychologiquement et émotionnellement, il y a toujours des moments où la personne ne s'attend pas et on a des coups de blues énormes pendant le processus, des coups de stress aussi. Et donc, si vous voulez, tous ces aspects psychologiques et émotionnels, on vous en reparlera plus tard, mais ne sont pas à négliger et n'ayez pas peur d'admettre qu'à certains moments, tous nous puissions avoir des faiblesses dans les décisions qu'on doit prendre. Il faut savoir que la transmission d'une entreprise est une décision importante pour un dirigeant. Bien souvent, c'est au niveau de sa carrière professionnelle, c'est bien souvent une des principales et que parfois on flanche un petit peu, on a peur, on stresse, on hésite, donc il faut être préparé. Et pour ça, c'est bien de se faire conseiller, ça peut être par des professionnels comme Francis ou moi, mais ça peut aussi être des proches, vos conjoints, des membres de votre famille. Parfois, on a aussi des personnes de référence à qui on passe un petit coup de fil quand on en a besoin. Donc, ne négligez pas cet aspect, parlez-en, vous verrez à quel point c'est important. Voilà, alors je passe la main à Francis pour la préparation. Nous venons de décider de remettre notre entreprise, donc nous sommes convaincus que nous allons procéder dans ce type de transaction. Cette transaction de cession d'entreprise est une transaction commerciale. Et comme toute transaction commerciale, elle se prépare. On ne s'improvise pas, c'est comme si vous lanciez un nouveau produit, c'est comme si vous démarrez une nouvelle activité, si vous créez du développement dans votre entreprise. Aujourd'hui, vous allez décider de céder votre entreprise, vous allez décider de la mettre sur le marché. Et ça se prépare comme n'importe quelle autre action commerciale. On va commencer par faire un timing, un plan d'action. On va essayer de mettre en place un plan d'action réaliste, c'est-à-dire on va essayer de faire un rétro-planning en fonction de nos échéances, des échéances que l'on a prises, que l'on a décidées. En général, c'est ma retraite, c'est tel jour l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc, je me prépare et je mets les choses en place de telle manière que le jour où je vais prendre ma retraite, mon entreprise sera cédée. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre à temps aussi, pas en dernière minute, en catastrophe, dire tiens, je prends ma retraite la semaine prochaine, je vais remettre mon entreprise. Donc, il y a un planning qui doit être mis en place de telle manière qu'on puisse préparer son entreprise à ce processus de cession. Il est un fait évident que lorsque, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, je vais quitter cette entreprise, ça va faire un vide dans l'entreprise. Ça va faire un vide et donc il faut que je me prépare, que je me positionne pour que l'entreprise puisse fonctionner et être apportée à un acquéreur potentiel dans les meilleures conditions. Il faut faire un diagnostic objectif de celle-ci. Il faut se poser les bonnes questions, les points forts, les points faibles de l'entreprise, quelles sont nos forces que l'on a développées pendant toutes ces années où j'ai dirigé l'entreprise et quels sont les potentiels de développement que je n'ai pas utilisés pour faire croître mon activité. Le fait d'avoir des points faibles ne sont pas forcément des inconvénients à la vente de mon entreprise, ce sont des opportunités pour le repreneur et c'est bon de les détecter. Il y a beaucoup de gens qui pendant des années, ont dirigé leur entreprise, n'ont pas fait beaucoup d'opérations commerciales pour essayer de développer. C'est le bouche à oreille qui a fait connaître son entreprise et les affaires ont progressé au fur et à mesure. Mais voilà, si on avait pu développer eu l'idée de vouloir développer d'une manière plus importante, on s'y serait pris autrement et on sait ce qu'on aurait pu faire et on peut transmettre ces informations à l'acquéreur potentiel. Toiletter les comptes. Toiletter les comptes, c'est vérifier que l'ensemble de toute notre comptabilité est conforme à ce qu'elle doit être, voir si toute la documentation nécessaire au transfert de propriété sont à disposition. Ça va des contrats, ça va des livres des actionnaires, ça va vers les procédures comptables, ça va vers l'archivage de la documentation. On va vraiment mettre en ordre l'ensemble de tous les comptes, car lorsqu'on va rentrer vraiment dans le processus de cession, on devra donner de l'information. Un business plan provisionnel pour les années à venir, c'est se dire, voilà, l'activité de l'entreprise, elle est telle aujourd'hui, au vu de mon engagement dans mon entreprise, comment est-ce que j'estime que cette entreprise va
se développer ou va continuer son activité sur les 2-3 ans à venir. Ça vous permettra aussi d'avoir des éléments suffisants pour être intégrés dans le processus de valorisation de cette entreprise. Point suivant, on va parler de la valorisation. Au niveau de la valorisation de l'entreprise, Yves le disait au départ, calculer une valeur de l'entreprise, c'est pas définir son prix de vente. J'insiste sur ce point-là. Au-delà de la valeur, il y aura un certain nombre d'éléments qui vont impacter le prix de vente. On va choisir si on va vendre les parts ou les actions de la société ou si on va céder le fonds de commerce. Dans la plupart des cas de transactions au niveau des cessions de l'entreprise, ce seront les parts ou actions de société qui seront cédées, car pour des raisons fiscales aujourd'hui, les plus-values que vous allez faire sur les valeurs d'actions ne sont pas taxables en Belgique, ce qui est quand même un avantage important pour le cédant. Je vais parler des retraitements dans la préparation de la présentation des comptes. On va souvent partir au départ d'un bilan fiscal. Un bilan fiscal, nous sommes dans une activité économique qui est représentée suivant des plans comptables, des normes comptables, mais qui sont totalement dépendantes de la fiscalité. Il est en fait important en fin de chaque année, en fin de chaque exercice, dans les discussions que vous avez avec votre comptable fiscaliste ou votre expert comptable, de présenter les comptes pour que d'une certaine manière, on optimalise le résultat de l'entreprise au niveau du résultat et qu'on optimalise l'impôt que l'on va devoir payer sur les revenus de l'exercice de l'entreprise. On va devoir surtout essayer d'extraire dans l'ensemble des comptes de la société tout ce qui est assimilé à de la rémunération directe ou indirecte au cédant de l'entreprise. Je m'explique. Le cédant ne se paye pas uniquement avec une rémunération mensuelle. Il y a un certain nombre, et la liste est longue, de manières de se rémunérer dans l'entreprise pour optimaliser de manière fiscale celle-ci. Il y aura lieu donc de faire la liste de toutes ces rémunérations afin de voir sur un exercice ce que rapporte en direct l'activité de l'entreprise au cédant, qui est un revenu de l'entreprise qui est ajouté à la valeur même du revenu que l'entreprise et du bénéfice de l'entreprise elle-même. Ces revenus d'entreprise peuvent être bien plus élevés qu'une rémunération normale pour exercer l'activité de gestion journalière de l'entreprise. Et donc, à ce moment-là, on va faire la distinction entre la rémunération qui est liée au travail que l'on effectue de l'entreprise et puis la partie rémunération que l'on s'octroie en tant que patron d'entreprise. Et lorsqu'on aura bien détecté cela, on pourra utiliser ces éléments dans la transformation d'un bilan fiscal vers un bilan économique. Quand on a fait cet exercice-là, on va définir, suivant un certain nombre de méthodes de valorisation, il en existe une dizaine au niveau international pour définir la valeur de l'entreprise, qui est basée sur l'activité de l'entreprise, sur ce qu'elle représente au niveau actif-passif et sur les perspectives d'avenir et sur la progression du résultat sur les exercices à venir. Ces éléments vont être rassemblés de telle manière que l'on puisse calculer une valeur de cette entreprise. À cette valeur d'entreprise, on va encore ajouter d'autres chiffres, c'est-à-dire on va prendre un certain nombre de postes de l'actif du bilan. Imaginez que votre entreprise a un immeuble à l'actif de bilan et que cet immeuble est déjà payé ou presque à 3/4 payé. Eh bien, il est un fait évident que cette valeur nette de cet immeuble va être ajoutée à la valeur d'entreprise. Une autre valeur que l'on ajoute très régulièrement aussi, c'est la valeur de la trésorerie. Pas mal d'entreprises ont thésaurisé d'année en année et se trouvent avec des comptes courants, des comptes d'épargne, des dépôts, des placements d'une valeur très importante qui sont restés dans l'entreprise plutôt que d'être extraits de l'entreprise sous forme de dividendes. On va faire des calculs de trésorerie nette
ces valeurs de trésorerie nette vont faire partie de la transaction aussi. Donc, vous voyez, la valeur de l'entreprise tient compte d'un certain nombre d'éléments au départ d'un bilan fiscal et au départ d'un certain nombre de présentations des chiffres de la société. Vous allez arriver avec l'ensemble de ces éléments à avoir une valeur objective de votre entreprise. Cette valeur est la valeur à laquelle vous pourrez présenter votre entreprise sur les marchés, mais ce ne sera pas forcément le prix de la transaction. Il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte. C'est l'impact du pourcentage des clients les plus importants de l'entreprise, par exemple. Si vous avez un client qui fait 80% de votre résultat de votre entreprise, il est un fait que ça va avoir un impact négatif sur la valeur de l'entreprise. Si vous vous rémunérez d'une façon trop importante par rapport au travail que vous faites dans l'entreprise, ça va augmenter la valeur de l'entreprise. Donc, il y a un exercice de valorisation qui doit être fait de façon à pouvoir présenter un prix de vente et un argumentaire pour défendre ce prix de vente. Pour ça, qu'est-ce que nous avons à disposition? Nous avons au départ, dans ce processus de préparation, l'obligation de, je veux dire, de créer ce qu'on appelle un teaser. C'est une fiche de présentation anonyme de votre entreprise qui est la fiche technique résumée de ce que représente l'objet de votre entreprise qui va être cédé. C'est la présentation de votre entreprise succincte qui va être transférée sur certaines plateformes, qui va être transférée vers des acquéreurs potentiels lors de présentations d'entreprises à céder, mais qui donnera déjà une idée de votre entreprise de manière succincte et qui donnera une idée à un acquéreur potentiel si le profil de votre entreprise m'intéresse ou pas. À côté de ça, on va parler d'un mémorandum de présentation, un dossier qui va résumer et qui va présenter l'ensemble de toute l'activité de votre entreprise et qui veillera à répondre à 95% des questions que peut se poser, excusez-moi, à un acquéreur s'il est intéressé par votre entreprise. Ces documents détaillés seront remis après que l'acquéreur potentiel ait signé une clause de confidentialité, évidemment, mais on y présentera des chiffres, on y présentera déjà l'activité, le type de produit, le type de service que vous rendez. On mettra un historique de l'entreprise, on présentera un certain nombre de chiffres de l'entreprise, on fera des commentaires par rapport à la clientèle, on fera des commentaires par rapport aux fournisseurs et également par rapport aux ressources humaines dans l'entreprise. Qui a été imprise, il faut que dans ce document, une personne intéressée au départ de votre teaser pour 100% des questions que vous avez. C'est important parce que dès le moment où vous allez mettre votre entreprise en vente, vous allez être en contact avec différentes personnes qui vont être intéressées. Toutes les questions que l'on va vous poser vont être redondantes. Ils vont tous vous poser les mêmes questions. Alors, on a visiblement des petits soucis de connexion. Voilà, Francis, on le temps que Francis retrouve la connexion, alors moi je vais peut-être embrayer. Alors, donc Francis vous a parlé du mémorandum. Donc, ce qu'il voulait clôturer ici, c'était de bien dire qu'en fait, si vous voulez, ce mémorandum doit servir à répondre à plus de 95% des questions que se poserait un acquéreur potentiel. Voilà, Francis est de retour. Ah. Il y a toujours un problème, donc je vais continuer. Alors, je voulais vous dire aussi que par rapport à ce que nous sommes occupés à vous montrer maintenant, évidemment, en 1 heure, 1h30, on essaye de vous dresser les différentes étapes, de vous donner des conseils sur la transmission. Mais comme l'a mentionné Catherine tout à l'heure, pour ceux que ça intéresse, donc je rappelle qu'à partir de jeudi prochain, le jeudi 25, le 18-19 organise de manière totalement gratuite
des ateliers, donc c'est 4 demi-journées dans lesquelles nous allons passer, parce que nous faisons ça conjointement avec le 18-19, on va passer en revue tous ces points-là. Et toutes les sociétés que nous allons accompagner, il reste encore quelques places, c'est limité à 15 entreprises, ça se fait de manière évidemment tout à fait confidentielle. Eh bien, pour ceux que ça intéresse, on va travailler sur une valorisation. On va faire des valorisations avec vous, on va faire les teasers, on va travailler sur le mémorandum. Vous allez voir que dans les pages suivantes, on va vous parler d'un certain nombre de documents juridiques. Ce sont tous des documents que nous aborderons également lors de ces ateliers, donc organisés par le 18-19. Donc, si jamais ça vous intéresse, sachez-le, il est possible pour vous de nous y rejoindre et on passera tout ça en revue, ce qui vous permettra, en tout cas, d'avoir la base pour aider votre entreprise après ces différents ateliers. Et il est même prévu des rencontres entre des cédants et des acquéreurs une fois que ces ateliers sont terminés et que chacun des participants aux ateliers aura fait son teaser, son mémorandum, sa valorisation, etc. Donc voilà, c'était un petit détail peut-être à rappeler si vous vous dites, tiens, mais ils vont trop vite ou il y a des tas d'informations que je ne maîtrise pas. C'est normal, une transmission d'entreprise peut durer des mois, parfois des années, et donc ici ce n'est qu'un résumé sur 1 heure et demie, mais donc on brosse ça de manière beaucoup plus détaillée lors des 4 ateliers qui commencent la semaine prochaine. Voilà. Alors, je vais passer au point numéro 4, qui est de rester concentré sur son activité pendant toute la transaction. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose que la plupart des cédants oublient, c'est qu'ils se concentrent tellement, ça génère du stress, des attentions, etc. Et donc, ils en oublient parfois de continuer à développer leur entreprise et c'est quelque chose de vital parce que vous, en tant que cédant, vous pouvez très bien tomber sur un acquéreur, vous pensez que ça va se faire et puis in fine, ça ne se fait pas. Vous aurez perdu plusieurs mois. Si vous n'avez pas continué à développer votre entreprise, mais évidemment, elle risque de péricliter. C'est pas bon pour vos collaborateurs, c'est pas bon pour vous et c'est pas bon pour un futur acquéreur. Et pour vous, en plus de ça, ça risque de faire baisser la valeur de l'entreprise. Alors, pour rester concentré sur votre activité, il est aussi vital que vous décidiez bien en amont de savoir si vous allez rendre cette opération confidentielle ou pas. Alors, très honnêtement, ce que Francis et moi nous conseillons la plupart du temps, c'est évidemment de pouvoir en parler aux équipes, faire en sorte que ça ne soit pas trop confidentiel. Mais il faut qu'on soit honnête avec vous aussi et de dire que dans 95% des cas, c'est une opération qui est presque à 100% confidentielle. La plupart des cédants ont très peur d'en parler à leurs clients, fournisseurs et surtout collaborateurs en se disant ils vont avoir peur, ils vont tous partir, etc. C'est vrai que c'est un risque, mais la plupart du temps, on se rend compte aussi que quand on peut en parler aux collaborateurs, avoir tout un processus de communication du début à la fin en leur faisant bien comprendre pourquoi il est important de transmettre l'activité, leur parler de tous les aspects positifs, eh bien, vous verrez que la plupart du temps, c'est quand même pas négligeable de pouvoir en parler avec ses collaborateurs. Pour les clients et les fournisseurs, en général, ce n'est que beaucoup plus tard, mais c'est vrai qu'il y a un risque que l'information s'échappe quand vous en parlez à vos collaborateurs, surtout si vous en avez un plus grand nombre. C'est difficile de pouvoir faire en sorte que tout le monde n'en parle pas. Alors, bien entendu, on peut aussi faire signer auprès des collaborateurs une clause de confidentialité. Une fois qu'ils sont informés, c'est un petit document de quelques lignes qui leur demande de garder la confidentialité des informations qu'ils ont reçues. Évidemment, il y a toujours un risque, mais voilà. Donc, très important de savoir si vous souhaitez en parler ou pas, et parce que tout ça, évidemment, va influencer toute la communication en interne et en externe que vous allez faire dans les mois qui suivent. Donc, voilà. Alors, une fois, évidemment, que vous avez décidé d'en parler ou pas, eh bien, évidemment, l'idéal en tant que cédant, c'est si vous pouvez vous faire aider en interne. Alors, quand on parle de se faire aider en interne, ben, ça peut être simplement votre comptable. Vous voyez, dans les petites structures, bon, certains d'entre vous qui sont là ont peut-être des sociétés dans lesquelles ils sont parfois tout seuls ou avec 2-3 collaborateurs.
toutes les sociétés n'ont pas 50 ou 200 collaborateurs avec toute une série de départements, mais sachez-le, la plupart du temps, nous conseillons à nos clients de se faire aider par le comptable dans les sociétés plus limitées. Dès qu'elles sont plus grandes, eh bien, on essaye de voir à faire signer des clauses de confidentialité aux responsables financiers, aux responsables RH, parce que forcément, il y a un moment, on va devoir traiter avec eux, parce qu'il y a trop de données, il y a trop d'informations qui doivent sortir. On a besoin de revérifier les comptes, on a besoin de vérifier les contrats. Donc, si en interne, vous pouvez vous faire aider, tant mieux. Si la structure est plus petite, comme je dis, par le comptable ou bien entendu par votre cabinet en transmission d'entreprise qui ne manquera pas de vous accompagner pendant tout le processus. Alors, comme on l'a dit, la transmission peut être longue. Alors, c'est vrai qu'elle peut être très courte aussi. En général, ça peut être très court quand il s'agit de collaborateurs qui reprennent l'entreprise, ce qu'on appelle une MBO. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus court parce qu'il ne faut pas rechercher le repreneur. Les collaborateurs connaissent très bien l'entreprise, il ne faut pas leur expliquer grand-chose, même si au niveau des comptes, etc., bien souvent, ils s'y connaissent moins bien. Mais là, ça va souvent beaucoup plus rapidement que quand c'est une reprise, une transmission classique. Alors évidemment, cette transmission classique, si vous avez un commerce, mais là, et que vous travaillez à 2 ou 3 dedans et que vous avez pignon sur rue, ça peut durer quelques mois. Pour les entreprises beaucoup plus grandes, ça pourrait durer quelques années. Vous voyez, tout dépend un petit peu. Si vous y prenez très longtemps à l'avance, et comme Francis l'expliquait tout à l'heure, il faut retraiter les comptes, mais parfois ça demande des mois, voire même une année bilantaire pour pouvoir présenter une situation plus acceptable pour tout le monde et plus en rapport avec la réalité économique. Donc, voilà, comme je vous dis, d'une structure à une autre, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc, disons, pour les structures les plus petites, quelques mois. Pour les plus grosses, 1 année à 2 ans, voire 3 ans, vraiment, si jamais il y a des problèmes. D'autant plus que, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, vous pouvez très bien, en tant que cédant, vous mettre d'accord avec un acquéreur et puis en dernière minute, ou cet acquéreur ou vous-même, vous décidez de ne pas faire la transaction. Donc après, il faut recommencer une partie du processus. Bon, plus la valorisation, le mémorandum, le teaser, etc., dont on a parlé précédemment, tout ça existe déjà. Par contre, il faut recommencer à rechercher des acquéreurs potentiels, renégocier avec eux, etc., etc. Donc voilà, ça ne se fait pas toujours du premier coup. Alors, l'autre point important, c'est en tant que cédant, messieurs et mesdames les acquéreurs qui êtes présents là aujourd'hui, vous le savez, la plupart du temps, ce sont les questions que vous allez poser aux cédants et qu'est-ce qui se passe quand vous allez partir? Est-ce que moi, acquéreur, je suis capable seul de vous remplacer? Qui sont les collaborateurs, les personnes clés de l'entreprise? Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à développer l'activité? Donc, vous, en tant que cédant, il est important, même si vous n'avez que quelques collaborateurs, c'est leur donner un peu les ficelles et les clés de la société pour qu'ils puissent se débrouiller sans vous. Parce qu'il n'y a rien de pire que pour un acquéreur de se dire qu'il fait face à un cédant qui fait un one-man show, qui fait tout seul. Ce type de société est bien entendu beaucoup plus compliqué à céder parce qu'on sait très bien que le jour où le cédant s'en va, il faut que l'acquéreur puisse se débrouiller seul. Alors, il y a des structures où ça se passe très bien parce que même si le cédant est seul, il a mis quelques process, des structures en place, etc. Et puis, il a décidé d'accompagner, ou ils ont décidé ensemble avec l'acquéreur d'avoir toute une période d'accompagnement dont on parlera un petit peu plus tard. Et donc, ça va permettre de pouvoir faire en sorte que la transition se passe bien. Mais donc, la plupart du temps, pour vous, mesdames et messieurs les cédants, essayez de vous rendre dispensable et n'hésitez pas à donner les clés, en tout cas certaines clés de l'entreprise à certains de vos collaborateurs, les personnes clés sur qui vous pouvez compter. Ça ne donnera que plus de valeur à votre entreprise. Alors, c'est ce qu'on a parlé ici après, donc des personnes clés, mais il faut vous les soigner aussi pendant tout ce processus. Vous voyez, il ne faut pas qu'ils s'en aillent, c'est la même chose pour vos clients ou vos fournisseurs. Si dans toutes ces personnes clés, eh bien, il y en a qui quittent, bien que ce soit des collaborateurs ou des clients, mais ça va déprécier votre activité et donc il est important de les accompagner pendant tout le processus, même s'ils ne sont pas au courant, de continuer à développer les activités pour faire en sorte que l'acquéreur potentiel soit intéressé par le beau produit ou le beau service que vous avez à vendre. Comme on l'a dit tout à l'heure aussi, tant que ce n'est pas signé,
continuer à développer l'activité. Vendre une société, c'est un petit peu comme vendre ou acheter un appartement ou une maison. Vous savez comment c'est, vous devez en avoir des dizaines avant de trouver la bonne. Et quand vous pensez que vous avez la bonne, mais il y a quelqu'un d'autre qui vous passe devant, ou en dernière minute, vous vous rendez compte qu'il y a un vice quelque part. Donc voilà, là, vous ne vous arrêtez pas de chercher non plus votre appartement ou votre maison. Eh bien ici, c'est la même chose. Pour un acquéreur, il ne va pas se fixer et se braquer uniquement sur vous, il va continuer à chercher d'autres activités et il prendra celle qui lui conviendra le mieux. Vous, en tant que cédant, mais c'est la même chose, vous aurez, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite, d'avoir plusieurs acquéreurs potentiels et vous choisirez celui qui vous conviendra le mieux, mais ça peut prendre du temps et parfois vous dites, ben, la signature c'est pour demain, on a fixé rendez-vous et puis ça va être postposé de plusieurs semaines pour toute une série de raisons. Le Covid en est une, laquelle personne ne s'attendait. Donc voilà, nous en sommes à peu près à la moitié de la présentation. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade-ci? Catherine, je ne sais pas s'il y en a ou si on continue. Oui, il y a déjà des questions. Parfait. Alors. Je voudrais juste, pendant que tu les cherches, si Francis, est-ce que tu nous as rejoints? Est-ce que tu nous entends? Oui, oui, je suis là, je suis là. Ah, Mais apparemment, j'ai pas de caméra là. Non, non. La caméra a l'air d'être branchée, mais je ne me vois pas, donc j'imagine que vous ne me voyez pas non plus. Non, non, on ne voit pas non plus. C'est bizarre. Mais on t'entend, c'est quand même le principal. Ça va. Catherine, tu veux y aller peut-être pour quelques questions? Voilà, alors pour les questions, donc, il y a une question qui est arrivée au début, donc je ne sais pas trop à quoi ça fait référence, mais voilà, je pense que c'est par rapport plutôt au travail que vous pouvez réaliser. Donc de savoir quel est le coût, en gros, une fourchette de prix pour le travail de préparation, pour le diagnostic, etc. Donc si c'est possible de donner une fourchette de prix et aussi de savoir si ces frais sont pour l'acheteur ou pour le vendeur ou partagés entre les deux parties. Bon, je peux peut-être répondre, Yves. Oui, vas-y, bien sûr. En général, les prestations de cession d'entreprise dans les accompagnements, dans un accompagnement global depuis la prise de décision jusqu'à la signature de la cession, se fait en pourcentage sur le résultat. Donc, les pourcentages des honoraires sont calculés sur la valeur de la transaction. Ces pourcentages sont dégressifs en fonction de la valeur de la transaction. Je dis, par exemple, une transaction de l'ordre de 15 millions, on va être aux alentours d'1%, et une entreprise une cession de 500 000, on va se trouver à 6-7%. Donc, ce sont des pourcentages qui sont variables en fonction de la hauteur de la transaction qui est faite. Ceci étant dit, les dossiers de présentation et teasers qui sont préparés ont un certain coût en fonction également de la dimension de l'entreprise. Ce sont des montants qui sont facturés sur prestation en fonction d'un tarif horaire et qui sont liés aussi à la dimension de l'entreprise et de l'ampleur du dossier qui doit être établi. Il y a des dossiers de préparation qui font 20-30 pages et il y en a qui font 100 pages. Donc, c'est toujours un petit peu délicat de dire un prix comme ça. Mais de toute façon, ces montants sont déduits des pourcentages finaux d'honoraires sur transaction. Je ne sais pas si tu veux les compléter quelque chose, Yves. Oui, je voulais dire donc pour compléter la question par rapport à la question, en fait, si vous voulez, chaque partie prend les frais à sa charge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'un cédant, ça vous permet aussi, en tout cas nous facturons par exemple sur base de timesheet tous les mois. Donc tous les mois, vous recevez un détail des prestations qui ont été effectuées. Et si vous voulez, ça vous permet de mettre ces frais en société, de récupérer évidemment la TVA, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et vous devez savoir aussi que dans les valorisations, comme Francis en a parlé tout à l'heure, il faut nettoyer les comptes. Eh bien, si vous voulez, nos frais sont retirés de la valorisation parce que ce sont des frais exceptionnels.
Donc, ça vous permet, vous, en tant que cédant, mais c'est aussi une garantie pour l'acquéreur, de voir que ces frais sont payés par l'entreprise, effectivement, mais ils sont retirés des calculs de la valorisation pour avoir une valorisation plus juste, vu que ces frais n'arrivent évidemment qu'une fois, vu que normalement, vous vendez votre société qu'une seule fois. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu aux questions par rapport à ça. Catherine, il y en a d'autres? Oui, il y a deux autres questions. Donc la deuxième, c'est de savoir quel est le délai moyen pour une transmission d'entreprise. Ben, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très variable. Si la personne qui a posé la question pouvait être plus précise par rapport à son type d'activité, je vous dis, on a fait une MBO pour une société de 250 personnes il y a maintenant, on a commencé en début de l'année, ça a été fait en septembre, alors que c'est pour 250 personnes, mais ça a été très vite parce que tout le monde était d'accord. Le dirigeant était d'accord avec ses directeurs qui ont pris l'entreprise et ça s'est fait, je vous dis, en 9 mois, tous les documents étaient signés, tout était fait. Alors que c'est une société de 250 personnes, donc c'est quand même pas rien, avec des sièges d'exploitation un peu partout sur la Belgique. Mais parfois, on a des sociétés avec 35 personnes et ça dure 1 an et demi. Vous voyez, ou parfois on a des petits commerces et ça peut se remettre très vite en quelques mois, où le commerce parfois n'est pas très attractif et puis ça peut durer 9 mois, 1 an. Tout dépend un petit peu de la conjoncture. C'est très difficile à dire. Voilà, même quand on connaît toutes les informations de l'entreprise et qu'on a fait le mémorandum, la valorisation, etc., aucun d'entre nous, enfin Francis, tu me diras si je me trompe, mais aucun d'entre nous ne va vous promettre que ça sera vendu pour dans X jours ou X semaines ou X mois, parce que c'est pas possible, il y a beaucoup trop d'impondérables. En tant que cédant, nous sommes maîtres du temps pour tout ce qui est préparation au mémorandum et de présenter le dossier sur le marché. Une fois que le dossier est présenté, même quand un acquéreur se présente, le maître du temps, ce sera lui. On devra gérer l'emploi du temps et l'avancement du dossier par rapport à l'acquéreur. L'acquéreur doit faire son audit, doit faire son plan stratégique, doit faire prendre contact avec les banques, préparer l'ensemble. Donc, ça peut prendre un certain temps. Mais disons que, je dirais, on prend 2 mois de travail pour la préparation. Puis, il y a un temps indéfini pour trouver l'acquéreur potentiel. Et une fois que l'acquéreur potentiel est là, sur 6 mois, l'opération peut se faire en moyenne. Mais il y a cette période entre les deux où on n'est pas toujours certain. Et ça dépend un petit peu aussi quand démarre le processus d'acquisition. Si vous trouvez fin juin et qu'il y a juillet, août, vacances, et puis il y a septembre, octobre où on peut recommencer à travailler, où les choses avancent, et puis vers novembre, on arrive fin d'année. On est toujours dépendant des contreparties financières, les banques et pour donner des acceptations de dossier. Mais disons qu'une fois que l'acquéreur rentre dans le processus et qu'il est décidé d'acheter et que les choses évoluent, l'opération peut se faire sur 6 mois. Mais il y a une période inconnue, c'est à partir de quel moment va-t-on vraiment avoir un acquéreur potentiel crédible et qui va aller jusqu'au bout de l'opération. Merci pour, voilà, pour cette tentative de donner une fourchette en tout cas. Et une troisième question qui n'est pas vraiment liée au sujet de l'atelier d'aujourd'hui, puisqu'on a justement un atelier sur la valorisation tout à l'heure à 14 h. Mais bon, voilà, je vous pose quand même la question qui était de savoir s'il y a une formule vraiment conseillée ou à favoriser pour la valorisation. Ben, en général, ce qui se fait dans le processus que nous mettons en place, nous faisons une valorisation sur les 3 derniers exercices et sur la pondération des résultats des 3 derniers exercices. On utilise 7 ou 8 méthodes de calcul de valeur et on fait une moyenne de l'ensemble de ces 8 ou 9 valeurs pondérées. C'est un exercice assez complet qui permet d'avoir vraiment une idée de la valeur d'entreprise. Sinon, en tant qu'acquéreur, bien souvent, pour se donner une évaluation très succincte de l'entreprise, on va partir des résultats, mais j'insiste sur des résultats retraités et non pas sur des résultats fiscaux.
Merci beaucoup. Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles questions. Parfait. Merci beaucoup, Catherine. Donc, nous allons passer au point suivant, qui est la recherche du repreneur idéal. Alors, on a déjà abordé plusieurs fois. Vous, en tant que cédant, mais c'est la même chose pour un acquéreur. Vous, en tant que cédant, mais vous allez devoir imaginer quel est votre profil idéal en tant que repreneur, pour un repreneur, mais le repreneur, lui, il va aussi faire un profil, il va se dire, tiens, ben voilà, est-ce que moi je veux acquérir une entreprise qui est, par exemple, bon, ici on est pour la région bruxelloise, mais ça pourrait être une entreprise qui travaille sur toute la Belgique, qui fait du service, qui fait du produit, où on parle plutôt français que néerlandais, ou plutôt l'anglais. Vous voyez, il y a toute une série de critères pour les acquéreurs, mais c'est exactement la même chose pour un cédant. Alors un cédant, la plupart du temps, il se dit, il faut quelqu'un comme moi. Et ça, je dois vous avouer que ça arrive 9 fois sur 10. La plupart des cédants, et j'en étais un aussi, hein, donc je veux dire, c'est pas du tout, je vous jette pas la pierre. Donc on se dit, ben voilà, mais moi j'ai quand même bien mené ma barque, je pense qu'il faut quelqu'un comme moi. Essayez de voir un petit peu plus large aussi, essayez de voir quels sont vos qualités, vos défauts, et essayez de voir qu'est-ce qu'il manque à l'entreprise, qu'est-ce que vous ne pouvez pas y apporter, et de se dire, tiens, ben voilà, ben le profil idéal, ben ça serait quelqu'un qui a telle et telle compétence en plus, qui aurait peut-être plus de moyens, qui aurait peut-être plus d'énergie, qui s'y connaît ou qui ne s'y connaît pas dans l'activité. Vous devez savoir que parfois on se dit tout le temps, oui, mais moi j'ai une activité très spécifique, vraiment elle est particulière, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît le métier. Eh bien, pour fréquenter des dirigeants d'entreprise au quotidien, je peux vous dire que c'est ce que tout le monde dit. Chacun pense que son entreprise est spécifique. Et c'est vrai, mais ce n'est pas pour ça que quelqu'un qui ne connaît pas le métier n'est pas capable de l'acquérir. Voilà, tout dépend des processus que vous aurez mis en place, savoir s'il faut un accès à la profession, s'il y a des brevets, etc., mais aussi de la période d'accompagnement. Donc voilà, ne soyez pas trop sélectifs. Bon, sauf si évidemment, par exemple, vous êtes pharmacien, alors c'est clair que il faut que l'acquéreur soit pharmacien, qu'il ait les diplômes. Vous voyez, mais pour certains commerces, certains types d'activités, ce n'est absolument pas nécessaire de connaître. Tout dépendra évidemment des personnes clés de l'entreprise. Donc, quand vous dressez le profil type de l'entreprise, du repreneur, pardon, essayez de bien voir ce qu'il vous manque pour pouvoir développer l'activité. In fine, ça sera peut-être quelqu'un comme vous, mais voilà. Alors, quand vous voyez quand vous faites le profil type, ne travaillez pas uniquement sur les compétences. Vous savez que pour beaucoup de personnes, et à juste titre d'ailleurs, il est de plus en plus question de sens et de valeur. Donc, essayez de bien voir aussi quelles sont les valeurs que vous voudriez que l'acquéreur ait. Parce que, ou quel type de management, comment fonctionne l'entreprise, avec quel type de manager êtes-vous? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui adopte le même cycle managérial que vous? Admettons que vous êtes encore sur un type pyramidal et c'est vous qui décidez de tout. Bon, mais évidemment, si vous tombez sur quelqu'un qui veut un management horizontal, la passation va peut-être être difficile. Vos collaborateurs seront peut-être enchantés, mais voilà. Par contre, à contrario, si vous-même vous avez un management où vous faites beaucoup confiance, vous travaillez sur base d'objectifs, etc., et puis vous trouvez un acquéreur potentiel qui lui travaille de manière pyramidale et décide tout, vous pouvez être sûr et certain que ça ira en clash. Donc, s'il vous plaît, quand vous faites le profil type de votre acquéreur potentiel, vous, en tant que cédant, ne vous arrêtez pas uniquement aux compétences, essayez de voir aussi quelles sont les valeurs, les systèmes de management que cette personne met en place et d'essayer de comprendre quel est le sens, pour quelles raisons cet acquéreur veut reprendre votre entreprise. Parce qu'évidemment, tout ça va influencer votre stratégie d'approche et de communication, parce que forcément, si vous dites que, par exemple, votre profil type, eh bien, c'est un concurrent, vous n'allez pas l'approcher de la même manière que si c'est une personne lambda que vous ne connaissez même pas, et où là, il faudra peut-être faire appel à des annonces, aux réseaux sociaux, etc. Si c'est votre concurrent, ne négligez pas les concurrents, parce que la plupart du temps, ce sont quand même des acquéreurs potentiels qui mettront le prix, qui connaîtront le métier, qui pourraient être intéressés par l'activité, mais forcément, ça serait une approche beaucoup plus directe, soit par vous-même, soit par quelqu'un qui va vous accompagner, comme nous, ou une personne neutre que vous allez former pour que votre collègue concurrent ne vous reconnaisse pas.
On a parlé tout à l'heure du niveau de confidentialité. Il est clair que dans la recherche d'un repreneur, ça va compliquer ou pas votre recherche si vous avez décidé que ça soit totalement confidentiel ou pas. Si ce n'est pas confidentiel, mais vous pouvez l'ouvrir sur tous les réseaux ou limiter ça à un certain nombre de professionnels du secteur ou de collègues. Mais si c'est confidentiel, mais forcément, comme c'est mentionné sur la ligne en dessous, mais il faudra travailler via une approche indirecte et quelqu'un, qu'il soit professionnel de la transmission d'entreprise ou pas, devra aborder un certain nombre de clients à votre place pour faire en sorte que personne ne soit au courant que c'est vous qui êtes le vendeur. Alors, dans le cadre de cette recherche, évidemment, une fois que vous allez trouver un certain nombre d'acquéreurs potentiels, la plupart du temps, au départ, on a une liste, je veux dire plus ou moins longue, suivant le type d'activité que vous avez, avec 3, 4, si on peut espérer 5 repreneurs potentiels. Et puis de là, vous allez en faire une shortlist en tant que cédant, en disant, tiens, ben voilà, mais ces deux-là me semblent les personnes les plus compétentes qui représentent les valeurs que j'avais définies dans mon profil et je vais travailler avec eux. Et bien évidemment, il faut préparer ces rencontres. Vous devez préparer des questions pour ces investisseurs potentiels, au même titre que l'acquéreur va préparer ces questions pour vous aussi. Elles vont être très orientées sur vos résultats, sur la société, etc. Mais il n'empêche que dans un sens comme dans l'autre, et comme on l'a dit précédemment, vous allez essayer de vous pencher sur d'autres choses que les chiffres que vous allez voir dans un mémorandum ou sur une valorisation, de connaître les modes de fonctionnement, de savoir quelles sont les personnes clés, de savoir quelles sont les attentes et les besoins de chacune des parties. C'est le genre de choses auxquelles vous devez absolument vous préparer lors de ces rencontres. Alors évidemment, ce que nous conseillons toujours aussi lors des premières prises de contact, eh bien, c'est de parler un peu de tout et de rien, et pas tout de suite en tant qu'acquéreur de dire à combien elle est votre société, parce que ça, c'est quelque chose que les cédants détestent, c'est qu'on s'intéresse uniquement au prix de la vente. Donc, cédant et acquéreur, il est important que vous appreniez à connaître l'autre. Parce que pendant des semaines, mais plutôt des mois, vous allez devoir collaborer ensemble sur un certain nombre de dossiers, de documents, vous allez devoir négocier ensemble. Et pour ça, il est important de bien connaître la personne avec laquelle vous allez rentrer en transaction, que vous soyez cédant ou acquéreur. Donc, lors de ces premières prises de contact, s'il vous plaît, ne sautez pas tout de suite sur le prix ou sur ce qu'est la société. Essayez aussi d'apprendre à vous connaître. Ça ne doit pas durer 2 heures non plus. Mais voilà, ne négligez pas ces aspects, ils sont importants pour l'ensemble des parties. Alors, une fois que ces premiers contacts ont été établis, on s'est rencontrés d'abord de manière confidentielle, souvent via un intermédiaire. Après, évidemment, on signe une clause de confidentialité, on vous en reparlera dans un moment aussi. Eh bien, n'oubliez pas, en tout cas pour les cédants, vous ne communiquez aucune information concernant l'entreprise, sauf des informations neutres qu'on pourrait retrouver sur le web, par exemple, sans avoir signé une clause de confidentialité. Le risque est beaucoup trop grand, donc soyez vigilants. À part le teaser dont Francis a parlé tout à l'heure, qui est cette feuille A4 qui définit succinctement votre entreprise, ça tout le monde peut l'avoir, c'est pas un problème. Mais par contre, dès que vous allez plus loin et que vous devez communiquer un mémorandum avec toute une série d'informations confidentielles, eh bien, il est vital, s'il vous plaît, pour un cédant comme pour un acquéreur, de signer une clause de confidentialité pour que tout le monde soit tranquille. Donc voilà, maintenant je vais passer la parole à Francis concernant les accords, la négociation. Francis, es-tu là? Allô, Francis? Catherine, est-ce que toi tu es en contact avec Francis? Je suis là. Ah voilà. Ah, voilà. Voilà, Francis, je te repasse la main. Ça va, je vois que j'ai toujours pas l'image là. Donc, le point suivant, c'est négocier un accord juste. Je vois qu'il y a on essaye de partager ma webcam. Non, ça n'a pas l'air d'aller. Négocier un accord juste pour l'ensemble des parties. Donc, je vais vous exposer l'ensemble des phases de la transmission et d'une certaine terminologie avec laquelle vous allez être confronté pendant le processus de cession. Le premier terme, le NDA, il vient d'en parler, c'est la convention de confidentialité, c'est Non-Disclosure Agreement, c'est le document primordial que l'on fait signer à tout acquéreur potentiel avant de lui transmettre des informations. Cela vous protège
par rapport à la diffusion de certaines informations confidentielles de votre entreprise. Ça vous évite qu'elles soient diffusées en public. Le document lettre d'intention, dans le processus de cession, vous avez, à partir du moment où un acquéreur potentiel est intéressé par votre entreprise, qu'il a étudié votre dossier de présentation, qu'il a pu discuter avec vous par rapport au prix et sur la manière dont la transaction pourrait être faite, et que vous avez déjà un accord sur les grandes lignes de la transaction que vous allez faire, il y a une lettre d'intention qui va être rédigée par l'acquéreur. L'acquéreur vous dit « Je suis intéressé par votre entreprise et j'aimerais l'acheter en suivant telles conditions, tel prix, tel mode de paiement, tel accompagnement et tel environnement. » C'est un document qui va être signé, qui va permettre de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à l'audit, à la vérification des données qui sont présentées dans le mémorandum, de permettre à l'acquéreur de vérifier si cela correspond bien à ce qui se trouve en comptabilité. Pour cela, on va créer ce qu'on appelle un data room. Dans le temps, c'était un local où l'ensemble de tous les classeurs étaient présentés, étaient à disposition de l'acquéreur pour lecture ou pour analyse. Aujourd'hui, ce sont des informations qui sont plutôt digitales et la plupart du temps, l'audit, le due diligence, la partie contrôle comptable va prendre moins de temps en présentiel dans l'entreprise, étant donné que pas mal d'informations pourront être envoyées sur base de fichiers informatiques. Est-ce que vous m'entendez toujours là? OK. Ce due diligence prendra un certain temps. Ça dépend de la dimension de votre entreprise à céder. Il y a des due diligence qui sur une journée sont faites, ou 1 ou 2 jours, qui sont faites par le conseil financier de l'acquéreur ou par la fiduciaire de la société qui pense acquérir la vôtre. Dans d'autres cas, des gens peuvent faire appel pour des transactions plus importantes à des bureaux conseils qui vont mettre 1 à 2 semaines pour faire un contrôle d'audit. Mais ceci étant dit, c'est très variable par rapport à la dimension de l'entreprise. Suite à cet audit, il y aura les conclusions de l'audit qui vont être présentées. Si tout est dans l'ordre tel qu'il était présenté dans le mémorandum, il y aura dans une convention qui va être présentée par la suite un protocole d'accord qui confirmera d'une manière plus légale l'ensemble des termes qui ont été définis dans la lettre d'intention, qui seront présentés de manière plus détaillée avec des dates de transaction bien précises, à date à laquelle le transfert de parts va se faire, suivant 1 ou 2 conditions peut-être complémentaires, certaines garanties que vont prendre les acquéreurs par rapport à la situation qu'ils ont vue, ou pas, si ce n'est pas nécessaire, mais il y a un protocole d'accord qui va être signé, qui sera l'acte définitif, qui est un acte signé entre l'acquéreur et le cédant, qui reprend l'ensemble des termes de la transaction. Il faut définir ce que l'on veut obtenir et toujours se laisser des marges de manœuvre avec un plan B. Ceci est aussi valable pour l'acquéreur que pour le cédant. On sait ce qu'on veut, on sait qu'il y a une valeur, on connaît son prix minimum, on sait que son entreprise a été valorisée d'une manière correcte et d'une manière professionnelle, de telle manière qu'il y a très peu de discussions qui peuvent avoir lieu par rapport au prix qui a été proposé, déjà défini dans la lettre d'intention. Peut-être que certaines garanties vont être données pendant ces périodes, je ne veux pas dire après Covid, parce qu'on est apparemment encore bien dans la période, mais disons qu'au niveau commercial, les activités reprennent quand même. Certaines sociétés ayant quand même souffert de cette période Covid ont vu leur rentabilité ou leur revenu baisser par rapport à l'ensemble des exercices précédents. Il est un fait évident que ça n'enlève pas de la valeur à l'entreprise
mais ça peut générer certaines demandes de garantie de la part des acquéreurs en fonction du fait de dire, bon, on a moins de résultats cette année-ci parce qu'il y a eu les Covid, on a dû fermer, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont impacté notre activité, mais bon, ça redémarre et les choses vont revenir plus normales. Et on peut dire quand même qu'on a eu une année Covid qui a commencé en mars 2020 et qui s'est quand même prolongée pour la plupart des commerces jusqu'au mois de juillet-août de cette année-ci, et qu'en septembre, une certaine activité a recommencé à venir, mais les résultats 2021 seront également impactés par le phénomène du Covid. Ce qui arrivera, c'est qu'on va essayer de maintenir dans la plupart du temps la valeur réelle de l'entreprise dans un environnement normal, mais peut-être que un prix paiement comptant sera moins élevé, avec ce qu'on appelle un paiement d'un earn-out, c'est-à-dire un prix complémentaire qui sera payé en fonction des performances de l'entreprise sur l'année qui vient et l'année suivante, de telle manière à donner des garanties à l'acquéreur que l'activité va vraiment reprendre telle qu'elle était avant, et que si les résultats correspondent à ce qu'elles étaient avant les événements du Covid, ben que le prix complémentaire soit payé. Toujours avoir un plan B, je disais, un plan B, vous avez toujours en tant que cédant un contact avec un acquéreur potentiel, restez en contact avec les autres personnes intéressées de telle manière que si la transaction ne se fait pas, vous n'ayez pas perdu ces premiers contacts. Pourquoi les transactions ne peuvent pas se faire? En finalité, l'acquéreur ne rencontre pas l'ensemble de ce qu'il désire trouver dans l'entreprise, il ne trouve pas un financement, il y a plein de choses qui peuvent empêcher la transaction de se faire et qui n'enlèvent rien à la valeur de votre entreprise, mais gardez toujours au chaud les autres personnes qui sont en contact avec vous. Dans les négociations, il y aura lieu de gérer les émotions. C'est important de savoir que, au fur et à mesure que l'on va avancer dans le processus de cession, le côté émotionnel va devenir de plus en plus important. Quelques jours avant la signature, en tant que cédant, on sent vraiment qu'on a une pression. Cette pression, elle existe du côté du cédant, mais sachez aussi qu'elle existe du côté de l'acquéreur. L'acquéreur va investir une somme d'argent importante, il va s'engager sur base d'un certain nombre d'informations qu'il a eues à payer un prix. Il y a un côté émotionnel qui joue des deux côtés. Il est important que les deux parties en tiennent compte et que si vous n'avez pas un intermédiaire, un consultant qui est un peu tampon entre l'acheteur et le vendeur dans un processus d'accompagnement, mais si vous travaillez sans accompagnateur, sachez qu'il va falloir gérer cela et surtout que cette pression va être plus importante au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la date de signature et de closing, c'est-à-dire le moment où les actions de l'entreprise vont être transmises contre paiement. À ce moment-là, on parlera de la problématique de la communication interne et externe qui devra être préparée avant ce closing et d'avoir vraiment un schéma de communication qui va être mis en place, aussi bien avec le personnel, les clients, les fournisseurs. Il faudra se poser les bonnes questions sur la manière d'aborder le sujet avec chacune des contreparties. Voilà pour ce 6e point. Merci Francis. On va aborder le dernier point maintenant, qui était le dernier conseil qu'on voulait vous donner, en tout cas en tant que cédant. Mais là aussi, c'est la même chose pour l'acquéreur, parce qu'évidemment, le cédant, la plupart du temps, il se retire un petit peu, parfois tout de suite, même si c'est rare, au moment du closing. Mais parfois, il accompagne pendant des mois, voire des années. Mais par contre, pour l'acquéreur, l'aventure commence réellement. À partir de ce jour-là, il ne faut surtout pas négliger que lui, il va en amont de tout ça, il va devoir avoir préparé toute sa stratégie pour pouvoir développer l'activité. Alors, comme on l'a dit, voilà, ces étapes futures, quand nous accompagnons
en transmission, que ce soit les cédants ou les acquéreurs. Comme Francis vous l'a expliqué tout à l'heure, on établit un planning, on fait un plan d'action, etc. De toutes les étapes de la transmission. Mais nous vous prévenons dès le début, attention, ne vous arrêtez pas au closing, comme on vient d'expliquer maintenant aussi, il y a tout ce qui va se passer après. Donc, s'il vous plaît, et c'est d'autant plus important pour les acquéreurs, pensez bien avant le closing à tout ce qu'il faut faire après. Parce que, évidemment, après le closing, comme vient de le mentionner Francis, eh bien, il faut communiquer. Et quand on dit communiquer, c'est pas juste, et alors vous voudrez bien nous excuser pour certains cédants, mais surtout certains acquéreurs, on envoie un email et on prévient tout le monde comme quoi on a changé d'actionnariat. Très honnêtement, ça c'est la bérésina, c'est la catastrophe pour tout le monde. Donc, s'il vous plaît, que vous soyez cédant ou acquéreur, et la plupart du temps, surtout au début, c'est le cédant et l'acquéreur ensemble qui informent les collaborateurs d'abord, puis les clients, puis les fournisseurs. Mais donc, les premières personnes à contacter, ce sont les collaborateurs. Alors, vous voyez ici à la ligne suivante, on mentionne rencontrer, écouter, rassurer, accompagner. Eh bien là, c'est vraiment résumé tout ce que vous devez faire. Parce qu'il est important de les rencontrer. Je fais référence à l'email à envoyer tout à l'heure. Ça, c'est la pire des choses. Donc, essayez de prendre le temps de rencontrer vos collaborateurs, de leur expliquer ce qui s'est passé et surtout de leur expliquer ce qu'il va se passer. De leur poser les questions, leur laisser la possibilité de vous interpeller, d'y répondre en les rassurant. Vous, en tant que cédant, expliquez ce que vous avez fait, mais surtout vous, en tant qu'acquéreur, en expliquant quel est le nouveau projet, que vous-même, vous allez les rencontrer tous ensemble ou individuellement, que vous allez les accompagner, que vous n'allez pas les laisser tomber. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que la grande majorité des collaborateurs, quand vous les avez engagés, ils ont décidé de travailler pour vous. Ce n'est pas uniquement votre entreprise qu'ils ont choisi, c'est vous aussi. Et tout d'un coup, vous leur annoncez que vous partez. Mais s'ils vous ont choisi parce que vous étiez quelqu'un de sympa, quelqu'un de compétent, etc., qu'est-ce qui leur garantit que l'acquéreur le sera? Donc, s'il vous plaît, accompagnez-les, expliquez-les en tant que cédant, mais surtout aussi en tant qu'acquéreur. C'est important de leur redonner confiance, de les fédérer vers ce nouveau projet, parce que pour eux, la terre va s'effondrer la plupart du temps quand vous leur apprenez. Bon, maintenant, évidemment, on est bien d'accord qu'il nous est malheureusement arrivé d'accompagner des personnes qui étaient malades, le personnel était au courant, et là, tout le monde se posait des questions. C'est vrai que quand on a trouvé un acquéreur, mais tout le monde était content d'avoir trouvé une solution favorable au plus grand nombre, vous voyez. Mais bon, la plupart du temps, les gens sont quand même surpris, sauf si dans la confidentialité, mais vous avez oublié le contrat sur le copieur, même s'il y a de moins en moins de copieurs au jour d'aujourd'hui, où vous avez laissé votre porte de bureau ouverte quand vous discutiez avec un acquéreur potentiel. Bon, n'oubliez pas, les bruits vont vite dans une entreprise. Donc, parfois, vous voulez annoncer quelque chose que tout le monde est déjà au courant, donc soyez quand même vigilants. Mais donc, on répète, rencontrez les gens, vous les écoutez, vous les rassurez et puis vous les accompagnez, parfois parce qu'ils manquent de compétences ou parfois parce que vous les sentez fragiles, etc. Mais donc, il faut fédérer l'ensemble des équipes vers le nouveau projet. Alors, en tant que cédant, évidemment, sachez que l'acquéreur compte sur vous. Vous devez l'accompagner. Et c'est parfois très compliqué pour un cédant. Parce qu'il y a un moment, je dis n'importe quoi, vous avez peint, je ne sais pas, tous les bureaux en blanc et l'acquéreur arrive et lui, bon, j'exagère évidemment, je prends un cas qui arrive rarement, mais c'est pour vous donner l'idée, l'acquéreur veut arriver et il veut tout changer. Bon, mais même si vous n'êtes pas d'accord, vous devez abonder dans son sens. C'est très difficile à faire pour un cédant parce que pendant des années, vous avez dirigé l'entreprise et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et qui chamboule tout. Alors, très honnêtement, comme conseil aux acquéreurs, ne faites surtout pas ça. Si vous voulez changer les choses, prenez le temps, étudiez, analysez, parlez-en et puis changez les choses au fur et à mesure. Parce que si vous changez tout de suite, évidemment, ça va plaire à personne. Mais donc voilà, vous en tant que cédant, vu que c'est la majorité des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, n'oubliez pas de soutenir le repreneur. Moi, je peux vous dire qu'une des premières sociétés que j'ai vendues quand j'avais à peu près 40 ans, c'est une notion que je ne connaissais pas du tout. Et je veux dire, l'acquéreur a voulu changer énormément de choses. Et j'ai fait une bêtise, c'est qu'à un moment, mes collaborateurs venaient chez moi et me disaient, mais Yves, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je dis, oui, vous avez raison, je suis d'accord avec vous.
eh bien, honnêtement, je me suis planté. J'aurais jamais dû faire ça. À partir du moment où je cède mon activité, du jour au lendemain, elle devient la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est à lui de prendre les décisions. Et même si je ne suis pas d'accord, eh bien, il faut que j'essaye d'expliquer ça à mes anciens collaborateurs, à faire des rendez-vous avec l'acquéreur et mettre ça en place. Mais donc, s'il vous plaît, en tant que cédant, il est important que vous le souteniez, peu importe que vous accompagniez l'acquéreur pendant 2 jours, 2 semaines, 2 mois ou 2 ans, vous devez lui passer le relais, lui donner toutes les informations, le soutenir lui-même et soutenir auprès de vos collaborateurs. Alors évidemment, si vous l'accompagnez, et la plupart des cas, 9 fois sur 10, il y a un accompagnement, comme je viens de vous le dire, il peut être très court, par exemple dans des petits commerces, etc., ou des petites structures avec quelques collaborateurs, et ça peut prendre quelques semaines, quelques mois généralement. Dans les plus grosses structures, on peut parfois demander, si quelqu'un, par exemple un ancien cédant est un très bon commercial, et on va lui demander d'accompagner peut-être 1, 2 ans, 3 ans. Voilà, une des sociétés que moi-même j'ai vendues, on m'a demandé de rester 5 ans et de devenir directeur du groupe qui nous a racheté. Vous voyez, bon, ça c'est beaucoup évidemment, et très honnêtement, je trouve que c'est même de trop, mais voilà, ça arrive aussi, même si c'est des cas exceptionnels. Mais pour ça, il est important de clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. Et ça se fait déjà en partie dans la LOI, dans la lettre d'intention dont Francis vous a parlé tout à l'heure, mais aussi dans la convention finale. Alors, c'est important évidemment parce que ça va définir, vous en tant que cédant, qu'est-ce que vous allez faire, quand, quel jour, à quelle heure. On va même parler de vos congés, de vos heures de travail, etc. Mais aussi de savoir quelles sont vos responsabilités. Est-ce que vous avez toujours les mêmes responsabilités qu'avant? Probablement non. Lesquelles sont-elles? Peut-être que vous n'en aurez plus aucune, vous aurez des rôles, mais plus de responsabilités. Donc, ça doit être communiqué dans les documents juridiques sur lesquels vous allez travailler. Alors, ça doit être mis dans les documents, mais il faut que ça soit communiqué aux personnes avec lesquelles vous allez travailler. Parce qu'il n'y a rien de pire que pour les équipes de se retrouver avec 2 patrons, un ancien et un nouveau. Alors, évidemment, tout le monde, dans les premiers jours, les premières semaines, on va toujours aller voir l'ancien. Pour un acquéreur, c'est très compliqué aussi. Donc, dès le départ, quand vous communiquez, que vous rencontrez les équipes, au départ, vous le faites de manière succincte, en dressant brièvement un portrait des rôles et des responsabilités de chacun. Et par après, bien entendu, il faudra aller beaucoup plus dans le détail. Mais c'est quelque chose de vital et de ne pas penser que parce qu'on a défini dans nos conventions les rôles et les responsabilités que c'est connu de tous. Pas du tout. C'est connu des gens qui ont signé la convention, un point, c'est tout. Il y a toutes les autres personnes qui doivent savoir derrière, jusqu'au client. Qui est-ce qui va continuer à rencontrer les clients? Est-ce que c'est le cédant? Est-ce que c'est l'acquéreur au début? Est-ce qu'on y va ensemble? Voyez, tout ce genre de choses, c'est important de bien les définir. Alors évidemment, il y a un changement de statut évident pour l'acquéreur et pour le cédant. Mais le plus difficile, c'est pour le cédant. Parce que le cédant, il a été patron ou patronne de son entreprise pendant des années, parfois quelques années, peut-être pour certains d'entre vous, pour d'autres des décennies, et tout d'un coup, c'est plus vous. Donc, il arrive même très fréquemment que le premier jour après la vente, vous, en tant que cédant, vous ne vous asseyez pas dans le même bureau. Parce que votre siège, c'est l'acquéreur qui l'a. C'est lui le nouveau patron. Alors, en amont, évidemment, vous aurez travaillé, décidé de partager le même bureau, chacun aura un bureau. En tout cas, pour ceux qui ont encore, même si c'est de moins en moins le cas, sur leur porte écrit direction, mais ça sera peut-être plus le cas le jour après le closing. Donc, ce changement de statut est excessivement important pour les 2 parties, mais comme je l'ai dit là tout de suite, pour le cédant, c'est très difficile d'un point de vue émotionnel. Parce que vous allez vous rendre compte que du jour au lendemain, parfois ça peut prendre quelques jours ou quelques semaines, mais du jour au lendemain, on va vous solliciter beaucoup moins. C'est plus vous qui allez prendre les décisions, c'est plus vous qu'on va inviter à des réceptions, à des voyages, à des rencontres, à des débats, etc. Ça sera le nouvel acquéreur. Et donc, quand Francis vous disait tout à l'heure, attention à l'aspect émotionnel et psychologique, c'est ce genre de choses dont on parle aussi. C'est après le closing, il faut bien faire attention à ce changement de statut parce que certains ne s'en relèvent pas. Je vous le dis honnêtement, quand vous savez, certains d'entre vous, je suis sûr que c'est la majorité des cas, vous avez le nez dans le guidon, vous travaillez beaucoup, l'entreprise représente 2/3 de votre temps, et puis tout d'un coup, vous retrouvez, admettons que vous accompagnez que de manière partielle l'acquéreur, mais tout d'un coup, vous êtes disponible. Et alors, si vous n'avez pas prévu des projets futurs dont on parle juste après, c'est très, très compliqué. Ces projets futurs peuvent être privés ou professionnels, ça n'a pas d'importance, ou un cumul des deux, mais il est important, en tant que cédant,
d'avoir des projets pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses, parce que tout d'un coup, vous allez tourner la page, les gens ne vous regardent plus, ne vous écoutent plus, sauf si vous continuez à accompagner longtemps l'entreprise, mais même là, avant, c'était toujours vous, à votre porte, qu'on venait frapper, du jour au lendemain, on va aller chez celle de l'acquéreur. Donc, soyez vigilants, faites attention à ce changement de statut, ayez des projets, quels qu'ils soient, pour vous remotiver sur d'autres projets, qu'ils soient privés ou professionnels. Voilà, je vais céder la parole à Francis pour le dernier slide par rapport à l'accompagnement, mais en attendant, je voulais quand même vous remercier parce que voilà, on avait annoncé 34 inscrits et on se dit, bon, ben, comme c'est du virtuel, mais comme d'habitude, il y aura à peine la moitié qui sont présents. On va avoir 10 ou 15 personnes et vous êtes 29. Donc, merci à vous d'être restés jusque presque au bout. On n'a pas tout à fait terminé, mais voilà, sachez qu'on apprécie beaucoup que vous soyez présents et que vous soyez présents en nombre. Voilà, Francis. Oui, pour terminer, peut-être une question sous-jacente par rapport à l'accompagnement. Le fait de choisir de se faire accompagner ou pas dans un processus de cession, c'est une question que tous les cédants se posent. Nous nous présentons comme des accompagnateurs. C'est pour aider le cédant à transmettre l'entreprise dans les meilleures conditions. Vous avez envie de vendre votre entreprise et, comme on le disait tout à l'heure, c'est un acte, peut-être l'acte commercial le plus important de votre carrière. Vous voyez, on a un peu exposé ce qu'il y avait à faire. Vous voyez que ça prend du temps, ça ne s'improvise pas. Et disons que le rôle de l'accompagnateur, on dit toujours que l'accompagnateur est le couteau suisse de la transmission. Cet accompagnement a un coût, oui, c'est un coût, mais c'est un rendement maximum avec un minimum d'investissement. Je dis toujours, lorsque vous avez un chiffre d'affaires de 100 et que vous avez un revenu de 20 au niveau de votre entreprise, vous dites, tiens, j'ai bien travaillé. Ici, dans ce cadre-ci, sur cette transaction-là, les pourcentages sont vraiment pas très importants. On est à 5-6% de la valeur de transaction, mais ça vous permet d'optimaliser la vente, de le faire d'une manière professionnelle, d'avoir quelqu'un qui se trouve entre vous et entre l'acquéreur potentiel, qui gère et qui modère les émotions et qui vous permet de venir sur le marché avec une valorisation professionnelle qui est rarement discutée et qui, quelque part, vous permet de vous retrouver dans les frais que vous avez. Si la dimension de l'entreprise ne permet pas forcément d'avoir un accompagnateur, je vous rappelle quand même que, comme le disait Yves au début, nous avons des séances de coaching pour les TPE organisées au sein de 18-19 auxquelles vous pouvez participer et dans lesquelles nous passons en détail l'ensemble de tous les éléments qu'on vous a présentés et qui vous permettent de le réaliser vous-même avec un accompagnement. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à prendre contact avec vous. On verra ensemble si on peut vous aider ou pas, mais au moins, vous saurez dans quel environnement vous êtes et vous pourrez prendre des décisions avec des éléments concrets. Voilà, je vous remercie également pour votre écoute. Pour nous, ce fut très intéressant de pouvoir présenter cela à un panel de cédants et aussi d'acquéreurs, et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci à tous les deux. Alors, il y a encore deux questions qui sont arrivées. La première, c'était de savoir comment, voilà, quels seraient les conseils pour trouver un acquéreur. Donc, j'ai déjà communiqué les plateformes qui existent comme affaires à suivre, mais est-ce que vous auriez éventuellement d'autres conseils? Il y a d'autres plateformes qui existent. Il y a des plateformes, ça dépend un peu de la dimension de l'entreprise. Il y a on conseille, comme Yves l'a présenté tout à l'heure, il y a analyser l'environnement économique dans lequel se trouve l'entreprise et prendre des contacts directs avec des concurrents, d'autres sociétés qui pourraient faire de la croissance. Il y a des sociétés qui, dans l'accompagnement, ont leur propre plateforme. Il y a également la plateforme de SoAccess, qui, pour des entreprises plus importantes où les dossiers peuvent être présentés.
Et puis, il faut chercher, il faut aller les chercher au niveau national. Parfois, au niveau international, il y a également des plateformes qui existent, mais qui existent pour des entreprises de dimension plus importante aussi. Oui. En complément de ce que Francis vient de dire, vous devez savoir que nous, en tant que professionnels de la transmission d'entreprise, nous sommes contactés régulièrement par des collègues, par des fonds d'investissement, par Biangel, par toute une série d'acquéreurs indépendants qui nous envoient leurs dossiers d'acquisition en disant voilà ce que j'ai besoin. Nous, évidemment, on les répertorie, nous avons nos propres fichiers dans lesquels on répertorie un certain nombre d'acquéreurs potentiels, qu'ils soient des grosses entreprises, hein, parfois, comme on l'a dit Francis, ce sont des concurrents, mais parfois ce sont des personnes qui ont, ça arrive de plus en plus pour l'instant, c'est des personnes qui ont par exemple été licenciées vers 50 ans, qui ont reçu un petit matelas, un madeleine, et qui ont décidé de réinvestir cet argent dans l'acquisition d'une entreprise. Donc nous, forcément, on a nos propres fichiers, vu que ces gens nous contactent toutes les semaines, on a des informations qui rentrent, ça nous permet aussi de présenter à des cédants, des acquéreurs potentiels, indépendamment de leur cercle restreint. Et comme l'a dit Francis, on insiste vraiment là-dessus. La plupart du temps, il ne faut pas toujours aller chercher très loin pour trouver un acquéreur. Pensez à ceux qui sont proches de vous. Merci. Alors, une dernière question. Alors, dans le cas d'une société qui accueille un actionnaire, parle-t-on de transmission partielle d'entreprise et est-ce que cette situation amène au même processus de transmission et de valorisation? De toute façon, une personne qui va rentrer dans une entreprise, qui va prendre des parts d'actions, il va falloir définir le prix de cette action. Et pour définir le prix de cette action, il faut avoir la valeur de l'entreprise. Donc, ceci étant dit, il arrive même parfois qu'un actionnaire minoritaire dans une société voudrait céder ses entreprises, il peut faire appel à une valorisation de l'entreprise pour être certain que la valeur par action qu'on va lui proposer correspond vraiment à la valeur de cette entreprise. Donc la réponse est oui, il faut faire un calcul de la valeur d'entreprise pour connaître la valeur d'une action. Oui. Alors, par rapport au reste du processus, évidemment, il y aura aussi des documents à signer, donc ça c'est évident. Maintenant, au niveau de la communication, peut-être que ça ne va rien changer au sein de la société. Donc, si vous voulez, il nous est arrivé de travailler avec des entreprises dont l'actionnariat a changé, mais on n'a absolument pas communiqué parce que c'était le souhait de l'ancienne et de la nouvelle direction ou de ceux qui vont travailler ensemble, des nouveaux partenaires associés, de ne rien changer, parce que pour finir, c'est un actionnaire qui n'est pas actif. Mais il nous est arrivé aussi, dans le cadre de cette société de 250 personnes dont on vous a parlé tout à l'heure, eh bien, on n'a absolument pas communiqué non plus, parce que ce sont les directeurs qui sont devenus actionnaires de l'entreprise, et dans les faits, au quotidien, ça n'a rien changé du tout. Donc, il a été décidé par l'ensemble du management, les nouveaux actionnaires et les anciens, de ne pas communiquer et d'attendre un moment plus tard pour pouvoir le faire. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise décision, mais c'est pour vous dire que voilà, tout est ouvert et ça dépend un petit peu des circonstances et des modes de fonctionnement de l'entreprise. Voilà. Merci. Alors, il y a une dernière question qui arrive. Je me permets de la prendre pour clôturer, parce que c'est en lien donc avec ce que vous venez de dire. Et donc, la question de savoir si dans le cadre, donc on a expliqué juste avant, est-ce que ça implique aussi une moyenne pondérée des 6 de cette méthode de valorisation? Ou est-ce que ça change quelque chose au niveau de la valorisation, le fait qu'il y ait des actionnaires ou un actionnaire? Si on fait une valorisation, on fait une valorisation. Donc, ou bien on la fait d'une manière complète, ou bien simplifiée. C'est un choix à faire en fonction de la dimension de l'entreprise. Mais la question de la manière dont on va valoriser seront identiques à celle de la vente de la totalité des parts ou d'une partie des parts. Merci, c'était très clair. Encore merci à Francis et à Yves pour le temps que vous nous avez consacré ce matin. Merci aux participants qui effectivement étaient nombreux et qui ont été très interactifs. On a d'ailleurs des remerciements qui arrivent via le chat, donc je vous les transmets à tous les deux. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci à tous et bonne transaction, vous soyez cédant ou acquéreur, bonne chance, vous verrez, c'est une formidable aventure
et prenez-y le temps, c'est vraiment important. Voilà. Bonne journée, bonne semaine à tous, bonne semaine à la transmission pour ceux qui vont participer à d'autres events, profitez-en. Donc, voilà. Merci encore, Catherine. bonne journée. Merci, Bonne bonne journée à journée à vous. tous. Au Au revoir. revoir. Au Merci. revoir.